Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant, avec un salut, la 232e d'ailleurs de Tambour Battant, c'est à noter, 232e, avec un salut très amical et plein d'affection à Antoine Spire, qui est le créateur de cette émission. Avec aujourd'hui une littéraire où j'ai la chance de recevoir quatre écrivains sur ce plateau, avec à ma droite Clotilde Escale, à ses côtés Denis Grosdanovic, à ma gauche ici Valère-Marie Marchand et Andreas Becker. Alors, dans un premier temps, on va évoquer le dernier livre de Valère-Marie Marchand. Donc, Valère-Marie, vous êtes journaliste dans le domaine culturel. Vous êtes adonné, ou vous vous adonnez peut-être toujours à la calligraphie? Non. Non, mais vous êtes adonné à la calligraphie? Non, j'ai fait du dessin au trait. Dessin au trait, très bien. La couverture est un de mes dessins. Très bien. Je suis à l'ancienne. D'ailleurs, dans votre livre, on en parlera peut-être, il y a quelques dessins donc, qui sont de vous alors. Oui, je fais du dessin à la plume. Parfait. Vous animez l'émission Bibliomanie sur Radio Libertaire. Vous avez reçu d'ailleurs récemment, je crois, un de nos invités, Denis Grosdanovic, qui est ici. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Donc, sur les pas du facteur cheval, donc une sorte de biographie personnelle du facteur cheval, qui est paru chez Sextant en 2008. Il y a eu ensuite Rousseau, Les 7 vies d'un visionnaire. Il s'agit non pas du douanier, mais de Jean-Jacques. Jean-Jacques. Bien d'accord. Chez Écriture en 2012. La clé des rives, à la part commune en 2014. Là, j'en cite quelques-uns. Voilà, le premier arbre et autres récits qui cachent la forêt, au Cerf, en 2018. Il y a eu aussi, je crois, chez le même éditeur Héliopole, qu'aujourd'hui, le Club des aquarêveurs, c'est bien ça, en 2021. Et donc avec Spleen au lavomatique, on va parler de ce titre un peu énigmatique, Spleen au lavomatique, publié il y a quelques mois, vous abordez pour la première fois le genre du roman. Alors pourquoi d'ailleurs aborder ce genre du roman maintenant? Parce qu'il faut vivre. J'ai été comme mon personnage Émilien Dorval, j'étais pendant longtemps une étudiante attardée. Et puis je pense que pour le roman, il faut mettre de sa substance, il faut mettre du vivant, il faut mettre des ingrédients vivants. Moi, tous les matins, je choisis des mots nouveaux, j'ai des listes, j'ai des palettes entières de mots, je fais un peu comme un cuisinier, je fais ma propre cuisine. Vous avez vos ingrédients? J'ai mes ingrédients, j'ai des palettes entières de mots, de listes de mots, ça devient un peu maladif chez moi, puisque je tends l'oreille systématiquement à un mot, même quand je regarde la télévision, c'est vous dire. Et je suis aux aguets. Lexicophilie. Lexicophilie. Et pour le roman, j'ai écrit beaucoup. En fait, je fais tout à l'envers, si vous voulez. Moi, je suis dans un cycle rotatif à l'envers. Donc, je fais tout à l'envers. J'ai commencé par écrire des livres on peut dire, de vulgarisation scientifique sur le mystère des écritures, sur les alphabets de l'oubli, le verbe géomètre, etc. J'ai fait 2 biographies. Une biographie imaginaire pour le facteur cheval, où j'ai commencé, c'était au départ un roman, à prendre des ingrédients de sa vie pour en faire restituer à la façon du facteur cheval sa vie. Et là, déjà un peu romanesque. Un peu romanesque. Et donc là, vous franchissez le pas. Donc, pourquoi ça a été vraiment parce que je suis prête pour ça. Parce qu'il faut avoir beaucoup lu. Beaucoup. Moi, je suis pour une écriture nourricière et nourrissante. Et puis, j'avais pas vécu. J'ai pas vécu. Il faut du vécu pour le roman, me semble-t-il. Je peux peut-être me tromper. Mais il me paraît important d'avoir vécu. D'ailleurs, ce roman... Premier roman, 15e livre, premier roman, me ressemble étrangement. Alors justement, on va en parler. Alors derrière ce titre, qui est à la fois énigmatique, Spleen au lavomatique, on peut montrer d'ailleurs avec votre dessin, donc, voilà. Spleen au lavomatique, se cache une fable, c'est un titre qui est aussi provocateur. Bon. Il se cache une fable pleine d'humour, un peu au-delà du miroir à la Lewis Carroll, sur le sort d'Émilien, on va en parler, Émilien Dorval. Alors, est-ce qu'il y a déjà un hommage à Marie Dorval, la grande comédienne? Oui. Ah, ben voilà. Aussi, mais les imprimeries Dorval, près de Saint-Amand-Montrond, voilà. Ah ben voilà. Imprimerie Dorval. Ben oui, parce que je passais dans le train, imprimerie Dorval, ça s'est imprimé chez moi. Donc il y a à la fois ça et Marie Dorval qui a joué dans les pièces de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas et bien d'autres. On le sait, Alfred de Vigny, bien sûr, dont elle a été la maîtresse, enfin bref. En tout cas, sur le sort d'Émilien Dorval, donc écrivain parisien en herbe, d'une 30aine d'années, c'est ça, et des broutilles, dont la laverie 66, je dis bien 66, est l'épicentre de l'existence. Alors que lui arrive-t-il à ce malheureux Émilien, et qui est-il vraiment?
Alors, Émilien, il me ressemble un peu quand j'étais plus jeune. C'est un, je vous dis, un lecteur, quelqu'un, je dirais, c'est un jeune homme sans qualité, qui erre, qui ne sait pas trop quoi faire, qui est pigiste, qui est freelance, un franc-tireur de l'écriture. On l'appelle pour un oui, pour un non. Il cherche à piger où il à droite, peut à gauche, pour voilà. payer son loyer, en quelque sorte. Et c'est un intermittent. C'est un intermittent, c'est une plume intermittente. Et Émilien se fait une idée de la littérature, mais colossale, colossale. Donc il a un manuscrit soigneusement calligraphié par ses soins, comme j'en ai eu moi-même quand j'étais jeune. Un grand cahier A3, c'est ça? Un grand cahier A3 avec des dessins, donc les trucs des dessins. Vous savez, c'est une vie qui se résume au pâté de maison. Donc souvent, même que ce soit les vieux ou les plus jeunes, on peut avoir une vie, on promène son chien. La vie, c'est le pâté de maison. Donc lui, il s'arrête régulièrement dans cette laverie 66 avec cette idée de la C'est une expérience personnelle, la laverie, visiblement. Vous êtes oui. Oui, j'ai tardé. Moi, j'ai tardé. J'ai attendu très longtemps. Lexicophile, mais aussi laverie-phile, comment tardive. D'ailleurs, j'ai beaucoup fréquenté les laveries, comme beaucoup de Parisiens, c'est-à-dire j'avais peu de mètres carrés. Oui, c'est ça. Envahi de livres. Et donc, j'allais à la laverie. J'ai fait toutes sortes de laveries, et ça m'a inspiré. Après les aquarevers, parce que moi, mes livres ont une fâcheuse tendance à se reproduire entre eux. Donc, ils vous prennent au mot, les livres. Et se prenant au mot, les aquarevers, j'avais fait les piscines. Ça entraînait ce truc de lavomatique. J'aime bien. Et leur splino-lavomatique, j'aime bien la synthèse, si vous voulez, entre un mot ancien du 19e siècle et un mot contemporain. Et pour moi, Paris, le Paris qui est aussi le personnage du livre, c'est ce mélange entre un Émilien qui pourrait être un personnage de Balzac, un personnage égaré du 19e siècle, mais il est du 21e siècle. Et ça m'a plu, voilà. Alors, Émilien perd son manuscrit, ce faisant, il perd une haute idée de la littérature. Donc, en tout cas, il perd. Et en tout cas, le manuscrit disparaît. Et donc, à partir de là, il va y avoir une sorte d'enquête, d'une certaine manière. Il va mener l'enquête, parce qu'il est très inquiet. Alors, il faut dire aussi qu'il s'est endormi pendant, je crois, 5 heures dans la laverie. Bon, voilà, il n'a pas été très vigilant. Donc, et là, le manuscrit a disparu. Donc, il fait son enquête. Il a un côté Belle au bois dormant. Donc, il s'est endormi, il se réveille, le manuscrit a disparu. Entre-temps, il se découvre un syndrome plutôt étrange qui est la synesthésie, puisque à force de fixer le lave-linge, vous savez, la rotation... Alors expliquez-nous, on connaît Rimbaud, hein, avec les voyelles, bien sûr, ce qui exprime très très bien le principe de synesthésie, donc expliquez-nous. La synesthésie, c'est que quand vous voyez, c'est l'association de deux ou plusieurs sens. Ce n'est pas une pathologie, c'est juste un dysfonctionnement neurologique. Donc les voyelles et les couleurs. Les voyelles, les couleurs, ce que vous êtes censé voir, eh bien, vous le sentez. Ce que vous êtes censé sentir, eh bien, vous le goûtez. Ce que vous êtes censé lire, eh bien, vous le numérisez. Tout est mélangé. Duke Ellington associait les notes et les couleurs. On dit association de sensations dans des domaines différents. C'est ça, absolument. Voilà. Dans des domaines différents, absolument. Et donc il y a... ça va jouer un rôle, puisqu'il va aller voir une psy. Qui s'appelle Hermione. D'ailleurs, on retrouvera une autre Hermione. Enfin, on verra. C'est un prénom qui fait Florès. Et donc, avec cette synesthésie, qui n'est pas une maladie en soi, mais en tout cas, qui est un phénomène. Et donc, il mène l'enquête et de ces minuscules tranches de vie, donc passées au lavomatique, vous tirez une sorte d'énéide, d'épopée contemporaine, avec chaque personnage ayant un rôle assigné. Comme sur une scène de théâtre. Ils sont tous suspectés du forfait commis, évidemment. Bon. Et pouvez-vous nous les présenter rapidement? Il y a le métronome, je crois. Alors, le métronome, c'est celui qui... Parce qu'en fait, j'ai d'abord été... Il y a un conditionnel de la formule écho. Oui. C'est ça? C'est ça. En fait, au départ, c'est les personnages. Il y a le lieu et les personnages. Le lieu, le lavomatique, c'est un lieu miroir. C'est-à-dire, quand vous le voyez de l'extérieur, vous voyez d'abord une vitrine avec des silhouettes de personnages qui sont à l'arrêt. C'est ça qui m'a intéressé. Après, vous rentrez dans la laverie, vous voyez les hublots qui sont comme des yeux qui font loupe sur votre intimité. Le linge, c'est notre seconde peau, c'est notre peau sociale. Et il y a toute une ribambelle de personnages, parce que mon Émilien, en perdant cette idée très haute de la littérature, va tomber dans une autre lecture et un autre vocable, celui de la vie. Il est bousculé sans arrêt par la vie. Et comme ça, il devient écrivain. Et il y a une flopée de personnages dans le métronome. Et donc, il y a le métronome. Il y a donne le la. Qui donne le la, absolument. Il y a aussi celui que vous appelez l'agité du local. Donc ça, c'est... l'agité du local. Il y a le cruciverbiste.
J'adore la cruciverbiste. Qui est là en train de chercher constamment donc, des mots, voilà, donc lexicophilie encore. Hein. Et puis, il y a l'homme gris. Ah, j'aime beaucoup l'homme gris. Alors, c'est qui l'homme gris? Bah, l'homme gris, c'est un personnage à la Simon, c'est-à-dire il est gêné. Oui. Vous savez, le Avomatique, c'est un lieu de précarité. On n'ose pas aussi laver son linge sale en public, même si maintenant sur les réseaux... Il se lave en famille, il se lave en famille, en public. Mais alors, contrairement au lavoir, autrefois, moi j'ai adoré les lavoirs, où c'était à l'extérieur avec les champs des lavandières, enfin toute une mythologie sur les lavoirs. Le Lavomatique est un lieu clos, sordide, un couloir, c'est pas le couloir de la mort, mais c'est le couloir où vous laissez vos vies. Et puis il y a la précarité. Vous avez des gens qui sont sans abri, qui viennent au Lavomatique, un peu aussi comme dans les piscines. Ouais. Et comment laver son linge quand on n'ose pas le montrer? Bien sûr. Quand on n'ose pas, il y a un problème de... Ça pose le problème... Et puis il y a chez vous la métaphysique du sale et du propre, hein, du lessivage. Enfin, il y a toute une réflexion métaphysique autour de ça. Et on va en parler, mais comme l'émission s'intitule eh bien, une affaire de style, on va évoquer ça en dernière partie, évidemment, mais on va commencer à l'évoquer. Et à chaque fois, je vais lire des petits extraits de vos livres pour montrer quels sont vos styles respectifs. Et c'est là, je prends l'incipit du roman du héros, tout simplement, Émilien. C'était vite vu. En ces temps de démission sur ordonnance, le linge sale ne se lavait plus en famille. À la limite, il s'essorait sur les réseaux sociaux. Il s'assouplissait dans les cellules d'accompagnement psychologique. Il s'exposait sous toutes ses coutures dans les autofictions rédigées après un long délai de prescription. À l'occasion, le linge sale s'étendait sur le divan ou bien, formule au choix, s'immergeait dans un bain de bonne résolution. Moyennant finance et un éditeur conciliant, il s'offrait en spectacle. Il s'étalait à grands coups de hashtag, se frottait avec vigueur au tollé du jour, et en quelques clics, l'affaire était pliée. Voilà, donc on voit un style assez percutant, qui dit les travers de l'époque, hein, du fracas de ce monde hein, qui nous préoccupe. Et donc il y a, donc cette métaphysique du linge sale et qui fait beaucoup cogiter Émilien. Comment, alors de quelle manière? Parce que, je vous dis... Il est obsédé par le... Alors, il faut bien dire aussi que c'est l'Avomatique 66, mais lui choisit toujours le 6. La machine 6. Ouais. C'est-à-dire que, comme il est synesthète, il va chez le pharmacien. Moi, j'aime beaucoup les pharmaciens. Ils vous donnent toujours des bonnes recettes. Les pharmaciens, c'est épatant. Donc, il va chez le pharmacien, il fantasme pour la pharmacienne. Bref, on le déclare synesthète. Et à partir de là, à partir de ce dysfonctionnement sensoriel, cette polyphonie sensorielle, il découvre son langage, il découvre la vie, finalement. Et il bascule dans une autre dimension. Et puisque vous parliez de style, j'aime vraiment cette idée que l'écriture vous fait basculer comme ça, dans une autre dimension. Le premier écrivain qui n'est pas là, alors j'évoque la théorie... On évoque beaucoup d'auteurs. Parce qu'il vit, c'est pas pour être pédant ou être pédante, il vit avec ses livres. Un livre, même fermé, il a une vie. Il vous accompagne, c'est un ami. Et il est accompagné de tous ses amis, de sa solitude, mais de sa solitude de lecteur aussi. Donc il est là, il y a la théorie de la démarche de Balzac, fameuse théorie de la démarche, qui rejoint une phrase de Cocteau qui disait le style n'est pas une danse, c'est une démarche, soulignant ainsi que le style a quelque chose d'inhérent à la personne, de peut-être pas imitable et peut-être pas volontaire non plus. Ça suit votre souffle, ça suit votre instinct. Nous sommes dans une société déconnectée. Je tiens aussi à souligner une petite chose, c'est que le Lavomatique, pour moi, m'a paru important. Et il paraît important à mon personnage, je ne sais pas, parce qu'il se cherche comme moi-même, parce que c'est le lieu emblématique de la société du libre-service. Vous allez tous dans les grandes surfaces. Vous avez un vigile, il vous oriente tout de suite vers la machine. Là, le Lavomatique, vous êtes seul face à une rangée de mastodontes, de machines. Dans un lieu qui est, comme vous le dites, un entre-deux, une parenthèse. Oui. Moi, je dirais même un non-lieu, c'est-à-dire utopos, au sens le plus étymologique, utopos, le non-lieu, et qui renvoie à une forme d'utopie. Finalement, on bascule dans une autre dimension, un peu comme dans, justement, les livres de Lewis Carroll. Oui, tout à fait. Et j'avais deux orientations aussi. Parce qu'on a toujours des orientations quand on écrit, quand on se cherche. Pour ce livre-là, Spino Lavomatique, j'avais l'orientation de Patrick Süskind, Le Parfum, qui est un livre qui m'a dérangé, qui m'a profondément dérangé quand je l'ai lu la première fois, mais qui m'a suivi un petit peu. J'avais un peu cette orientation-là, et La nausée de Sartre, grand.
Parce que la nausée, voilà, on est dans le spleen, on est dans le mal-être. C'est aussi un roman du mal-être et de chercher, en dépit de son inadaptation, parce que nous sommes tous inadaptés, surtout quand on est écrivain, me semble-t-il, on n'est pas forcément adapté. Ça se discute, mais... Oui, on n'est pas forcément adapté. Chercher quand même une forme d'accomplissement. Avec la réalité, une forme de poésie parfois. Alors, à un moment, c'est ce que vous appelez l'ethnologie au petit bonheur la chance. Ça, c'est intéressant. C'est ce que vous pratiquez, c'est ce que pratique Émilien. Oui. L'ethnologie au petit bonheur la chance, c'est assez joli comme expression. Ouais. Ça plairait à Denis, à Kozanovic. En tout cas, je voulais dire qu'il y a une phrase, justement, qui est tirée de la théorie de la démarche que j'ai notée dans mes carnets et qui va tout à fait avec l'intitulé de l'émission. C'est qu'il dit à un moment, il parle du mouvement. Il dit il faut savoir qu'il faut beaucoup se corriger pour arriver au plus simple. Oui, ça c'est intéressant par rapport au très intéressant. Et donc, alors, quid du gang très vite, hein, le gang des lavomaticiens. Alors, on ne peut pas trop en parler parce qu'il y a, voilà, il y a quand même la fin, la chute du roman, où on découvre ce qui, en fait, la clé du mystère. Et ça. Non, j'allais dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire parce que ça va divulgacher, comme on dit au Québec. Donc il ne faut pas. On va juste terminer là-dessus pour l'instant et passer. Donc merci beaucoup Valère-Marie. Évidemment, on aura ensuite. Vous n'avez pas fait la plaisanterie. C'est un livre qui était prédestiné pour tambour battant. C'est vrai, absolument. Alors, je l'avais plus ou moins prévu. Je n'ai pas osé la faire. Et qui a été écrit tambour battant. Je n'ai pas osé la faire. Donc, merci Denis pour avoir osé briser ce tabou. Et je l'avais prévu. Alors, nous passons maintenant donc à Andreas Becker. Andreas Becker, nous nous connaissons bien, on peut le dire. Andreas Becker, qui publie donc un nouveau livre, s'intitule Mensch. Alors, Andreas Becker, vous êtes né allemand au début des années 60, mais êtes venu vivre en France assez vite, du côté de Lyon. Et après une carrière commerciale, vous avez décidé de faire du français, donc votre langue matricielle, ce qui est quand même quelque chose d'assez étonnant, vraiment, quand on voit la qualité de votre écriture, c'est pour écrire des livres. Et donc, votre premier roman... L'Effrayable est paru en 2012 aux éditions de La Différence et il vous a valu une première invitation d'ailleurs à cette émission. Un livre hors norme qui subvertissait la langue avec talent et que j'ai eu cœur à défendre, je pense qu'on s'en souvient. Il y a eu ensuite Nébuleuse en 2013, adapté au théâtre, il faut le préciser. Il y a eu pas mal de textes qui ont été adaptés au théâtre et un autre d'ailleurs au cinéma, on pourra en dire juste un mot. Les Invaincus en 2016, toujours à La Différence. Livre réédité par les éditions d'en bas, chez qui vous avez depuis publié Oula ou l'effacement, en 2019, adapté au cinéma par Jean-Denis Bonan, en 2022. La castration, en 2020. Et dans un registre différent, on peut aussi inclure Gueule, en 2015, sur les gueules cassées de 14-18. Et puis Alcool, mon amour, fruit d'une expérience personnelle très forte, une expérience que vous avez vécue avec un collectif qui luttait contre ces addictions. Notons enfin qu'en 2022, en collaboration avec Emmanuel Bigot, vous avez sorti votre premier album, intitulé Mégapole des Vermines, c'est bien ça, sous le label Atypique Musique. Cet album fait écho à Alcool, mon amour, qu'on vient d'évoquer justement. Alors, Mensch, c'est votre nouveau roman. Alors, selon les mots de votre éditeur, c'est la biographie inventée d'un saint, de sa naissance jusqu'à sa mystérieuse disparition, racontée par un compagnon de route au nom de Nessun. Nessun en italien, donc on va le dire, parce que il y a vraiment une grande importance accordée au nom propre dans votre œuvre, tout court. L'humour joue un rôle important dans ce monde où chacun cherche encore sa voix, sa personnalité. Les êtres sont comme des âmes. Ou des monocellules, des souches d'une vie pas encore bien définie. Voilà, on est dans un monde, ça se passe au IXe siècle, c'est ça à peu près, enfin bon, on ne sait pas trop. Quoi. Ça se passe au IXe siècle, mais au IXe siècle d'un temps qui n'est... Complètement inventé. Qui est parfaitement inventé. Et d'ailleurs, c'est un livre singulier, comme le sont vos autres livres, avec une aventure stylistique assez hors norme encore. Et qu'avez-vous voulu faire avec cette fable médiévale assez bourrifante où je vais en lire un extrait, mais il y a une sorte de latin assez fantaisiste, c'est vrai, mais très drôle. Ouais. Il y a un style médiéval très drôle aussi et incroyablement travaillé.
Et on dit que vous y avez travaillé pendant de nombreuses années, 7 ans, c'est ça? J'ai mis 7 ans. 7 ans, hein. Comme Flaubert pour Madame Bovary, d'ailleurs, cette année. Donc ça veut dire donc, un vrai travail sur la forme. Hein. Et donc, quel est ce pays étrange? Sphère, hein, S-P-H-E-R, tout droit sorti d'un livre d'heures médiéval. Alors, tout dans ce livre est parfaitement inventé, les lieux, les noms, la langue et le temps. Rien ne trouve écho, on va dire, dans notre monde matériel. J'espère que tout trouve écho dans notre monde spirituel. Enfin, écho, oui. En tout cas, rien ne trouve écho, rien ne s'accroche à ce qu'on peut connaître dans notre monde matériel. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de laverie automatique, que j'ai beaucoup pratiqué aussi. Donc on est dans un temps qui n'est pas défini, et je voulais que ce soit un temps imaginaire. Parce que le travail du temps dans un livre, pour moi, est un des points absolument essentiels en littérature. Comment un écrivain travaille le temps? Bon, on peut revenir sur Proust, mais on peut aussi parler de Thomas Mann, qui introduit dans La Montagne magique, à ma connaissance pour une première fois, ce qu'on pourrait appeler un temps subjectif des personnages. Donc le temps se déroule selon la subjectivité des personnages, de l'intérieur des personnages. À mon avis, c'est la grande innovation de La Montagne magique. Le temps se peut se dilater, se peut se raccourcir, tout ça, mais de l'intérieur. Ce que Bergson appellerait la durée pure. Il y a quelque chose là, de cet ordre-là, je crois. Alors je voulais essayer avec Mensch de travailler un autre temps que j'appelle le temps des possibles. C'est-à-dire, par exemple, tout bêtement, on peut rêver, on peut en mettre ensemble deux événements qui selon notre chronologie, n'iraient absolument pas ensemble. Ça pose strictement aucun problème, ni en rêve, ni en imaginaire. Et je pense en écriture non plus. On peut donc se lancer, enfin, ce que j'ai essayé, ce que j'ai voulu faire, dans un temps imaginaire, dans un temps des possibles. Nous sommes entourés de possibles et d'un tout des possibles. D'ailleurs, sur la couverture, il y a une phrase sur la couverture qui est « Seule la perte ouvre le champ des possibles ». Voilà. Alors là, donc, moi, j'y vois une référence assez claire à la résurrection. Donc, il faut tout savoir perdre, peut-être pas tout perdre, mais en tout cas tout savoir perdre. Ouais. Pour mieux vivre les possibles. Vivre autre chose, absolument. Voilà, vivre autre chose. Mourir à certaines choses pour naître à d'autres. Mourir à peu près à tout pour aller à l'essentiel. Alors, Mensch, donc c'est un titre évidemment polysémique, donc c'est à la fois de l'allemand et du yiddish. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer alors? Le yiddish et l'allemand. Oui. Si je peux vous corriger, enfin corriger. Non, je sais que si je peux ajouter le yiddish, c'est de l'allemand fondamentalement. Le yiddish est l'allemand, comme le bavarois, l'allemand ou l'autrichien ou d'autres. Mais c'est un allemand particulier quand même. C'est un allemand particulier, mais que je comprends. Oui. Si quelqu'un parle yiddish lentement, je comprends, comme le hollandais, par exemple. Ce sont des langues qui ne sont pas si loin du dialecte de Hambourg qu'on parlait pendant mon enfance. Donc, Mensch en allemand, ça veut dire c'est l'humain, c'est l'être. C'est ça. Sans jugement. C'est le mot objectif et clinique, j'allais dire. Voilà. Et qu'on utilise tout le temps. C'est un mot absolument commun, Mensch. Ma grand-mère me donnait chaque fois une petite pièce à la fin de notre visite et elle disait en allemand, après, bleib ein guter Mensch, donc reste un homme bon. Oui. Et là, justement, vient le yiddish, parce que le Mensch en yiddish apporte cette nuance. C'est l'homme qui apporte le bien ou le bon. C'est l'honnête homme. C'est l'honnête homme
ou l'honnête femme. Parce que quand, par exemple, Simone Veil a été, quand ses cendres ont été amenées au Panthéon, celui qui a fait le discours, je ne me souviens plus ce qu'était, a dit Simone Veil était un homme, une mensch. Et donc, et comme l'assemblée était essentiellement de culture juive, tout le monde, au yiddish, tout le monde comprenait ce que ça veut dire. C'était une femme exceptionnelle ou une honnête femme, en fait. Il n'y a pas vraiment de mot, donc une mensch. Et donc Jonathan Moulton Mamache, donc c'est le nom de ce mensch, donc il va devenir mensch au plein sens du mot. C'est le nom du héros, ce futur saint, donc il a un parcours quand même tout à fait incroyable. Et on va suivre les méandres de sa vie à travers donc une sorte d'évangéliste qui s'appelle Nessun. Donc Nessuno, lui Nessuno, c'est rien, c'est le rien. En quelque sorte, en italien. Personne. Ça renvoie à personne, c'est ce que dit Ulysse à Polyphème dans l'Odyssée, c'est-à-dire mon nom est personne. Ben oui. Alors, Nessun, je voulais l'appeler Pessoa. Oui. Mais il y avait un Portugais qui était plus malin ou plus rapide que moi, donc je l'ai appelé Nessun. Ça veut dire il n'est personne. Personne, c'est ça. Personne. C'est le témoin. Il existe uniquement en tant que témoin. Le héros, est-ce que c'est lui le héros ou le saint? Le héros, tout dans le livre est double. Oui. Tout est nuit et jour, Osiris et Ré, vie et mort, enfin vie et non, tout est double. Il y a ici un moi, tous les personnages sont doubles. Donc ici, Nessun raconte l'histoire parce que le saint ne dit rien. Un saint n'a pas besoin d'écrire des livres. Un saint, il est. Et le verbe être joue évidemment un grand rôle. Le saint n'a pas besoin de parler. Le saint. Il y a pas mal de saints qui ont écrit aussi, mais pas des moindres. Oui. Saint-Augustin, je sais que vous y êtes attaché. Oui, mais beaucoup, à la fin de leur vie, ont arrêté aussi d'écrire, en disant maintenant, on passe à autre chose. Mais ils ont écrit avant d'être saints. Tandis que l'écrivain, qui n'est pas un saint, reste un voyeur, dans la position de Proust, par exemple, ou d'autres. Il n'intègre, à mon avis, pas complètement la vie. Nous restons un peu inaptes. Tout à l'heure, on a dit, voilà, qui est inapte? On en parlera tout à l'heure. Un mensch qui n'a pas encore été ubérisé. Oui, on va dire ça comme ça. Donc, ça, de toute façon. Mais donc, Nessun, il suit le saint pendant un certain temps, et à un moment donné, il ne peut plus le suivre parce qu'ils arrivent dans une sorte de forêt imaginaire où tout est inventé jusqu'au nom des arbres et des plantes, des animaux. Et là, il ne peut plus suivre. Et là, il dit une chose qui me paraît essentielle. Il le dit dans mon style, mais après, je vais le traduire. Alors, je vais lire un extrait, justement. D'accord. Il dit je ne peux pas vivre pleinement, autant écrire. Et il me semble que c'est un des moteurs de la création littéraire ou d'autres créations. Nous restons toujours un peu en dehors de la vie. On reste toujours avec cette question. C'est quand même étonnant, cette histoire. Ouais. Et donc, c'est que ça. Ouais. Et donc, je vais lire, on en parlera tout à l'heure avec Clotilde. Je vous lis un extrait. Autour de l'obscur, alors l'obscur, c'est le fleuve qui a ses méandres et qui traversant le sphère. Autour de l'obscur, c'était des champs d'un vert hivernal, d'un vert un peu, appauvri, des brins d'herbe amochés, clarté pâle, translucide, humide sur les bords. Dedans, un soleil, par moments, s'efforce à donner de l'éclat. Ce sont des morceaux de lumière en déchirure d'un voile de mariée, tombés en déchirure d'un voile de mariée. Ils montent une odeur suave des mottes de terre, se libérant au jour pour recevoir de la neige, des glaces et le frôlement de l'hiver. C'est très beau, c'est très beau. Et alors, il y a une partie, à chaque chapitre, il y a sa sentence liminaire. Chaque chapitre, voilà, on va montrer, il y a une sentence liminaire, voilà, qui est en gothique ou à peu près. Et il y en a une, moi, que j'adore, enfin les autres aussi, mais celle-là, et donc, où l'honorable lecteur prendra connaissance de la bêtise d'hommes en foule et de la catastrophe, lesquels poursuivent inexorablement. Tout est dit. Voilà. Et donc, c'est un livre aussi sur comment empêcher la catastrophe, justement. Comment empêcher la catastrophe? Alors, la chute. Alors, c'est un roman, mais c'est aussi une réflexion quasi philosophique sur l'état du monde. Enfin, et donc, j'ai mis longtemps à travailler et tout est réfléchi avec, on va dire, un arrière-plan
ou littéraire ou philosophique. Si la rivière, oui, c'est un fleuve, s'appelle l'Obscur, c'est parce qu'il y a Thomas l'Obscur de Blanchot. Bien sûr. Donc, il y a des références constantes. Hein. En permanence. Les noms propres sont tous travaillés. Les prénoms, en règle générale, existent réellement dans le Moyen-Âge. Et ensuite, j'ai composé avec ça des personnages. Je prends exemple, encore une fois, sur Thomas Mann. Nous avons l'histoire de Dr. Faustus, donc c'est une réécriture du Faust de Goethe, d'une certaine manière. Et donc, il va à la campagne, il va aller dans un endroit où personne ne parle, s'installer dans une famille. Et la famille s'appelle, après on va l'expliquer en français, mais bon, je ne sais pas comment c'est traduit, les Schweigestill. Or, Schweigen, ça veut dire être en silence. Et Still, ça veut dire être en silence. Donc, les Schweigestill, c'est les silencieux qui ne parlent pas. C'est ça. Alors, justement, j'avais une question là-dessus. Donc là, il y a le prix Nobel norvégien de littérature, John Fosse, ou Fosse, je ne sais pas comment on dit, explique que l'on reconnaît une authentique œuvre littéraire à ce qu'elle est traversée par un souffle silencieux, derrière la langue écrite, dans lequel il voit, lui, la voix de Dieu. Êtes-vous sensible à ce souffle silencieux? Parce que moi, il me semble que vraiment, il y a ce souffle dans votre vie. On vient d'en parler, je crois que... Le silence, alors on a parlé tout à l'heure, on a commencé à parler un peu de simplicité dans le style et je pense qu'on devrait revenir sur cette question parce que je ne suis pas complètement, je suis aussi pour les choses compliquées. Mais le silence, il faut qu'il y ait un souffle silencieux comme ça dans l'écriture, derrière l'écriture. L'idéal absolu de l'écrivain, ce serait de ne pas écrire, de ne pas être dans cette obligation d'écrire, mais d'arriver dans le silence. Mais là, on est dans le silence beckettien. Bien sûr, mais comme disait Jules Renard, écrire, c'est encore la meilleure façon de parler sans être interrompu. Alors, dans la mesure où nous ne pouvons pas être dans le silence, en étant des êtres sociaux, de communication, forcément. De communication, autant essayer d'écrire quelque chose de sensé, mais qui tend toujours vers le silence. Et le saint, dans mon histoire, le mensch, lui, à la fin, il est dans le silence. Pour moi, ce serait l'idéal, aller jusqu'au silence. Mais on ne peut pas publier un livre si on est dans le silence. Donc, nous vivons forcément ce paradoxe qui fait paradoxe de notre vie. Avec le mot de Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis. Oui, mais nous avons, en tant qu'écrivains, nous avons l'infinie chance de vivre ce paradoxe. Absolument. Et peut-être même de vivre de ce paradoxe. Oui. Merci beaucoup, Andreas Becker. Donc, on va évoquer maintenant le dernier livre de Clotilde Escale, qui s'appelle Jérôme tout au bord, Jérôme avec l'accent, tout au bord, ici, publié donc aux Fables fertiles. Et donc il y a, donc Clotilde Escale, vous êtes né au Maroc, à Fès, d'après ce que j'ai pu lire, résident en France depuis l'âge de 24 ans. Vous avez noué un lien privilégié avec la littérature et le théâtre, via notamment le théâtre laboratoire de Jerzy Grotowski, c'est bien ça. Et le théâtre occupe une place très importante dans votre livre. Il y a des études à l'école du Louvre qui ont affermi votre passion pour l'art contemporain, dont vous avez fait votre champ d'exploration puisque vous êtes journaliste culturel. Vous êtes aussi plasticienne, peignant des oiseaux, dites-vous, créant des totems. Et parmi vos romans, on peut citer Où est-il cet amour, chez Kalman Levy en 2001, je crois, La vieillesse de Peter Pan, paru au Cherche-Midi en 2006, Mangé par la terre, aux éditions du Sonneur en 2017, ou Toute seule, préfacée par mon ami Pierre Jourde, c'est par lui que je vous ai rencontré, donc je le remercie, chez Quidam en 2021. Alors, vous êtes ici pour présenter votre dernier né, donc Jérôme tout au bord, un titre intriguant, là encore, publié en ce début d'année aux éditions Fables fertiles. Alors, qui est-il, Jérôme? Tout au bord de quoi, évidemment? Ça, c'est la question que se pose le lecteur. Le monde, la vie, le gouffre, lui-même, tout ensemble. Alors pour revenir sur les propos d'Andreas, c'est vrai que l'écrivain se tient tout au bord et Jérôme se tient tout au bord puisqu'il est taraudé par la parole et par les mots et qu'il a envie d'écrire. Et je pense qu'en prenant la distance et en se réfugiant à la campagne, ça lui permet de prendre le recul nécessaire pour tenter d'élaborer une parole. Et en général, ça finit plutôt mal.
ça finit par des etc. Après avoir rempli beaucoup de cahiers. Et le plus important, me semble-t-il, dans ce qu'il tente de faire, c'est qu'il y a une défaillance. Et qu'en général, la plupart du temps, nous ne vivons pas la plénitude des choses, mais nous vivons plutôt l'érosion ou la fissure. Et donc là, on est dans le manque de l'être. Et ce manque de l'être, c'est ce qui caractérise Jérôme, qui a décidé finalement de se dépouiller de beaucoup de choses pour faire silence. Et malgré ce dépouillement, il est entouré, puisqu'il y a quand même une sociologie de la ruralité, d'endroits qui... Alors il faut expliquer, voilà, qu'il vivait à Paris. Il vivait à Paris. Il tâtait quand même beaucoup du théâtre. Voilà. Alors il vivait à Paris, ensuite, il a une vie faite d'échecs, voilà, avec une grande passion pour les mots, donc il est passé par le théâtre, un théâtre particulier. Ça c'est plus l'auteur qui le dit, hein, le théâtre particulier. Voilà. Enfin, j'ai fait des théâtres laboratoires plutôt. Et après, il a pris refuge, il s'est réfugié auprès de sa mère après maints échecs. Et sa mère étant décédée, il a déménagé la maigre maison parce que finalement, leurs conditions sociales ne faisaient que baisser. Et il a mis tous les meubles à la ressourcerie, qui est un peu le pendant du Lavomatique. Alors la ressourcerie, effectivement, c'est l'épicentre du roman, c'est l'équivalent du Lavomatique. La matériothèque. La matériothèque. Et donc cette ressourcerie, c'est le lieu où finalement il va chercher du lien. Il va, après s'être dépouillé, il va se remettre dans le fauteuil de sa mère. Il l'a donné à la ressourcerie, et il y retourne, et il va observer les gens. Et il observe aussi, et c'est un temps qui est déplié. Oui. C'est un temps qui est suspendu. Il y a un gros travail sur le temps, effectivement, la dilatation du temps, on en parlait déjà. Mais... Et donc, Jérôme, pour revenir à ce que vous disiez, c'est l'homme qui marche. Il marche beaucoup. Hein, et c'est un homme qui marche, ou plutôt qui erre, d'un lieu un peu sacramentel à un autre. Il y a l'église aussi, où il va. Il y a la ressourcerie, il y a les bois. Alors, il est toujours au bord, donc c'est toujours quelque chose où il marche, il épuise le corps. C'est ça. C'est une pulsion, c'est un souffle, il cherche le souffle, il cherche aussi ce qu'il fait là entre ciel et terre, et il y a cette expérience numineuse, comme lui dit le prêtre, et il ne sait pas trop ce que ça veut dire numineux, et il cherche donc pourquoi il est né, ce qu'il fait là. Alors à un moment, il y a comme une espèce de prise de conscience énorme, et vous écrivez, un jour il s'est mis à vibrer, à éprouver un plus grand que lui. Il y a un rapport au sacré dans votre livre, évident. On y plonge aussi, d'ailleurs, dans Écrivez-vous, l'absolu de la prière, à certains moments. Il met en scène tout un monde de prière. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, enfin pour moi, en tout cas, là où je vis dans les Nièvres, c'est ce rapport à la nature, et il y a eu aussi quelque chose comme une défiance au moment du confinement et du Covid envers les médecins et la médecine. Il y a eu Alors ça, c'est très présent dans votre livre. Voilà. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, et aussi une saturation des médecins qui ne pouvaient pas recevoir. Il fallait, et la médecine, ou bien notre société de consommation aussi, fait que nous sommes rarement les sujets de nous-mêmes, et que nous sommes dans des relations fonctionnelles ou d'opportunisme ou des choses comme ça qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et qui empêchent le lien. Donc ce lien-là, on le trouve beaucoup en ruralité, et il y a aussi l'idée, parce qu'il va chez le maréchal Ferrand à un moment donné. À un moment, il a un gros problème. Il a un gros problème à la Kafka, c'est-à-dire le corps lui échappe. Le corps lui échappe, mais à qui parler de ça? Et ses ongles commencent à pousser de manière tout à fait... voilà, comme de la corne ou du fer ou de la ferraille. Donc c'est le maréchal Ferrand et non pas le médecin qui va... Le médecin l'envoie chez le maréchal Ferrand. Oui, c'est le médecin qui est impuissant. C'est-à-dire, il y a une espèce d'impuissance. Totalement impuissant. Et il y a aussi dans cette vibration, c'est la vibration de l'être, quand on lui donne une dimension de sujet. Mais il y a une forme d'animalisation aussi... Oui, complètement, c'est organique. Bah oui, organique. Il est organique. Donc il épouse les arbres, il épouse la corne, la terre, les bêtes, et il est donc en immersion et dans le silence, et on me disait tout à l'heure, voilà, il est dans l'éclatement du temps, dans la dilatation, mais Andrés disait que, par exemple, le silence était nécessaire aux écrivains. J'ai été très influencée à un moment donné par Beckett, et il me semble que ce serait bien aussi que les écrivains fassent silence et qu'ils ne racontent pas d'histoire. Mais ce n'est pas possible. Donc, on en arrive à une abstraction, parce que Beckett, on arrive à des moments où il y a vraiment une abstraction des choses. Il y a la matière, il y a le temps, et puis il ne se passe pas grand-chose. Et il y a, excuse-moi,
Excusez-moi, Claude. En fait, il retourne pas n'importe où, Jérôme, il retourne dans la maison de sa mère. Oui, dans la matrice. Qui reprend quand même, d'ailleurs que Nessun fait pareil, il retourne dans la chambre de sa mère et ça reprend quand même le début de Molloy, je suis dans la chambre de la mère, je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Donc là, Beckett est très, très présent. On attend l'expulsion finalement. Beckett est très présent, il y a alors encore plus présent, Artaud. Artaud, c'est plus par il invoque, enfin Jérôme invoque Artaud quasiment. Oui, mais parce que c'est le cri d'Artaud par rapport à quelque chose qui n'est pas, quelque chose qui est inarticulé par rapport à tout ce qui peut être de l'art dans les normes. Je veux qu'Antonin Artaud m'ouvre les bras, que le théâtre soit la vraie vie. Oui. C'est une incantation presque. Alors par rapport à ça. Il y a beaucoup d'Artaud, je pense. Oui, bien sûr. Sauf qu'on ne les entend pas forcément. Et ce cri d'Artaud, c'est le cri peut-être de l'impuissance, et c'est le cri de l'abîme, c'est aussi le cri organique, c'est-à-dire c'est un être qui... Et donc, que Artaud ouvre les bras et que le théâtre soit vie, ça dépend de quel théâtre. C'est le théâtre finalement de la transe, le théâtre cathartique, c'est quelque chose qui nous le paysage aussi est quelque chose de cathartique s'il nous imprègne, si on est traversé. Et ce paysage-là, que ce soit Artaud ou le théâtre, c'est le théâtre de la vie, pour peu qu'il soit vécu de façon essentielle et nécessaire, ce que tente de faire Jérôme. Et par rapport à ça, je pense, si je réfléchis un petit peu là maintenant, que ce théâtre qu'il espère avec Artaud, il le vit pleinement en ruralité, c'est-à-dire entre ciel et terre. Et ce n'est pas pour la ruralité, c'est pour le paysage et tout ce qu'il donne de la société et tout ce que peut donner la littérature et l'écriture de la société dans laquelle il vit et qui fait socle commun. Oui. Et Artaud fait socle commun. C'est ça. Lui. Et donc je vais justement, ça fait totalement écho à ce que vous venez de dire, lire un petit extrait pour montrer votre style avec des phrases brèves, incisives, assez particuliers, et donc très percutant. On invoque le ciel, la puissance de la lune, la télépathie, les ondes vibratoires, la guérison par la lumière. Réaménagement, parcelles remodelées, vieille maison qui se fissure, collines venteuses, et lui, le roulis dans la tête. La mer lui parle depuis son éternité, il le sait. Quand elle se met à lui parler, ça lui fait des frissons. L'air vibre au-dessus de sa tête. Il plonge dans la nuit magnétique. Une détonation le déchire au réveil, cette sensation à chaque fois. Il se rendort. Une femme nue comme une liane, son enfant dans les bras, venu d'une tribu lointaine, atterrit dans son rêve. Vous voyez, c'est très scandé. Et il y a une autre phrase, moi, que je trouve absolument magnifique. « Faut faire attention aux objets, ils portent en eux des vies en allée. » C'est très, très beau. Et donc, il y a chez vous donc, cette radiographie des petits riens, l'étincelle des jours ordinaires, écrivez-vous, avec ce très beau passage. « Comment décrire un poids de senteur, couleur délicate, rose pastel, soutenu par endroits, ce liseré violet qui ferme les paupières. » Voilà, donc cette attention aux petites choses qui ne peut que soir à Denis Grozanovic, on va en parler tout à l'heure. Et donc il y a, au fond, il y a une atmosphère apocalyptique dans votre livre. Le curé parle d'apocalypse, l'apocalypse est là en permanence, on y parle de bascule du monde dans un matérialisme radical, il y a un fond de zones grises, de zones industrielles, de commerce qui ferme, enfin il y a un côté apocalyptique. Alors, le côté apocalyptique, je pense que l'humanité attend l'apocalypse depuis le début. Oui. Donc c'est simplement un réflexe. Peut-être pour compter davantage et pour laisser sa trace. Je ne sais pas s'il est sur fond d'apocalypse, mais il est sur fond de donner du sens à une trace. Qui va avec, cette trace-là va avec les objets, donc finalement qui est contredite par ces objets qui sont déposés dans la ressourcerie, qui contiennent des vestiges de temps qui ont appartenu à d'autres et dont les gens n'ont pas forcément conscience. Donc cette apocalypse, on va dire qu'elle a traversé le temps, mais qu'elle est là depuis tout le temps, comme avec l'humanité. Et avec une forme d'amoncellement et qui
qui permet de pratiquer l'inventaire à la fin donc, de ces objets. Et voilà, il y a l'inventaire de la ressourcerie. Donc elle ne ferme pas, très important, mais elle est fermée quelque temps pour l'inventaire. Et là, il y a des objets qui défilent comme ça, dans une espèce d'ensevelissement métaphysique. Donc c'est très, très intéressant. Et moi, j'ai vu aussi, dans votre livre, le rôle puissant de la terre, des pierres. Hein. J'y vois un roman minéral, la chronique même d'une minéralisation, d'une certaine manière, du héros, ou de l'anti-héros. Et comme le dit Jérôme, d'ailleurs, nous sommes enfermés dans la pierre depuis la naissance. La tête est une pierre. Ouais. Voilà. La tête est une pierre, le corps échappe. Quand on se regarde dans un miroir, on a peut-être une tête de pierre. C'est une espèce de... C'est un peu comme Kafka aussi, je pense que c'est l'étrangeté à soi. Et cette étrangeté à soi, Jérôme, il est enfermé là-dedans depuis le début. C'est ça. Et il fait corps avec tout ce qu'il voit, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il touche. Et il est attaché à une relation profonde à tout, mais de façon presque obsessionnelle. Et la parole lui échappe tant que, donc, quand il écrit des lignes et des lignes sans savoir, finalement pour se purger et sortir quelque chose. Et ça lui échappe tant que je reviens aux etc. C'est la même façon. C'est comment dire l'innommable. Tellurisme de la dernière chance. Enfin, voilà, il y a un côté qui se raccroche. Très tellurique, effectivement, dans le livre. Et il y a une réflexion sur le temps, on l'a dit, mais sur l'attente, parce qu'il attend quelque chose, il ne sait plus trop quoi. Mais l'attente, le temps qui roule sur le rien. Et ça me fait penser à ce mot de Jules Renard qui est assez drôle, on va terminer là-dessus pour ensuite poursuivre. S'il existait une maison du bonheur, la pièce la plus grande serait la salle d'attente. Et là, il est dans la salle d'attente, assez vite d'ailleurs du médecin qui s'en plaint, la salle d'attente du médecin. Et donc, voilà, donc, on va passer maintenant donc, à Denis Grosdanovic. Merci beaucoup, Clotilde Escale. Donc, Denis Grosdanovic, vous êtes l'auteur d'une quinzaine de livres, souvent encensés par la critique, connaissant pour beaucoup un vif succès. On peut citer Petit traité des désinvolteurs, qui est devenu quasiment culte, paru chez Corti en 2002, De l'art de prendre à la balle au bond, chez Lattès en 2007, L'art difficile de ne presque rien faire, chez De Noël en 2009, Le génie de la bêtise, un titre étonnant et formidable, Grasset 2017, ou La vie rêvée du joueur d'échecs chez Grasset, toujours en 2021. Alors vous avez été distingué par plusieurs prix, dont le principal, je dirais, il y a le prix Saint-Simon, important, le prix de Bertrand de Journay de l'Académie française, et un prix qui me tient à cœur, qui est le prix Vialat, puisque vous évoquez Vialat, qui est une de nos passions communes dans le livre, Alexandre Vialat. Votre œuvre importante s'inscrit dans le registre majeur pour moi de l'écriture du fragment, tel qu'ont pu la pratiquer les grands moralistes, Chamfort, Vauvenargues, N'en jetez plus, Joubert, ou même récemment Jules Renard, ou Léoto, que vous aimez beaucoup. Vous êtes diplômé de l'IDEC, la grande école du cinéma, devenue la FEMIS. Et puis, alors c'est l'ancien joueur de tennis que je suis qui y tient, vous avez, ce n'est pas rien, été champion de France de tennis, champion de France de squash et champion de France de courte paume, ce qui est quand même pas rien. Là, c'est le grand chelem, les trois. Et donc, dans ce enfant de la balle. Oui, exactement. Et l'art de prendre la balle au bon. Voilà. Et donc, dans ce nouveau livre, Une affaire de style, qui donne son titre à cette émission, vous dites d'emblée du style qui vous paraît nettement plus révélateur de l'âme des êtres que leurs chères idées. Expliquez-nous. Ah ben ça, c'est tout... première chose, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, parce que je crois que je m'inscris dans une dimension littéraire un petit peu différente, parce que je lutte contre cette doxa qui veut que, finalement, l'écrivain soit un handicapé de la vie. Oui, moi aussi. Moi, au contraire... alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y a aussi ceux qui... Un de mes écrivains préférés est Blaise Cendrars, et Blaise Cendrars... il a cette profession de foi qu'il a tirée d'un proverbe gitan, l'abondance du cœur fait parler la bouche. Et c'est de ce côté-là que moi je me situe. Ouais. Et donc au contraire, moi j'adore les écrivains qui veulent partager leur bonheur d'exister avec les autres. Et il y en a beaucoup. Par exemple, je dirais, il y a très peu d'écrivains qui arrivent à rendre compte du bonheur. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Il y a Tolstoï, par exemple, et il y a aussi celui dont je parle, qui est pour moi un des plus grands écrivains de langue allemande,
mais que Adalbert Stifter. parce que personne ne le connaît. Alors c'est bien de Pourtant, le réhabiliter parce que c'est un grand écrivain qui a été d'ailleurs encensé par les plus grands. Hein. Par Nietzsche, par Thomas Mann, Oui. par Kafka Oui. et par Peter Handke. Et pour moi, c'est un écrivain prodigieux parce qu'il ne parle que du bonheur. Alors, évidemment, c'est une sorte de fable. Il en est tout à fait conscient. C'est pour ça que j'ai appelé le chapitre « Le monde idyllique » d'Adalbert Stifter. Alors justement, parlons-en. Donc Adalbert Stifter, cet écrivain allemand, donc vous évoquez... et autrichien, c'est vrai. Et vous évoquez donc la perspicuité à son propos, la perspicuité, donc qui est la clarté de l'expression, comme un des composants majeurs du style. Et on se souvient de monsieur Boileau-Despréaux, hein, ce qu'il faut qu'on soit bien, sinon ce qu'il en les mots pour le dire nous viennent aisément. Mais chez Stifter, c'est absolument fondamental. Oui, absolument. Clarté, magnifique. Oui, alors, il faut dire, c'est très important, et je le note c'est qu'il était peintre aussi, et que la plupart de ses tableaux sont dans tous les grands musées allemands. Et il a réussi, avec des concepts abstraits que sont les mots, à nous faire voir les choses. Et au fond, je pense que son métier de peintre a joué un rôle. Et c'est ce que j'appelle la perspicuité du style. C'est un mot rare que j'ai trouvé dans le Littré. Oui. C'est un style à travers lequel on voit les choses. Et donc, ça. Chez lui, c'est très étonnant parce qu'en plus, il n'y a pas de recherche de style spécial. Son traducteur, Goldschmidt, dit qu'il n'y a pas besoin. Comme style, c'est... Ici, il y avait des arbres. Un peu plus loin, il y avait un étang. Là, des arbres apparaissaient. Mais il n'y a pas de recherche de style. Mais si c'est la simplicité même, mais qui... Et si on regarde bien, on s'aperçoit que c'est le paragraphe qui joue le rôle de la phrase. Oui. Et donc, c'est une manière de juxtaposer les sensations. C'est très intéressant. Cela dit, personnellement, je ne suis pas de cette école-là, puisque moi, je suis plutôt proustien et que j'adore le style, justement, plus complexe et plus compliqué, mais précis. Ça, c'est important. Et parce que beaucoup de gens, par exemple chez Proust, confondent préciosité et précision. Parce qu'en réalité, Proust, il est extrêmement précis. Et ce qu'on prend pour la préciosité, c'est parce qu'on n'est pas habitué à être très précis. Parce que très souvent, beaucoup d'écrivains cérébraux, comme je l'ai dit, sont dans la nébulosité. Oui. Donc... Et c'est pas ce qu'on peut dire de vous, puisque vous êtes dans cette espèce de méticulosité sur les petits riens, justement, sur les détails qui vous attirent. Je sais, mais c'est pas en entomologiste, d'une certaine manière. Et donc, je vais lire un extrait, comme je l'ai fait donc, à chaque fois. Donc, j'ai passé mon enfance dans une maison dont le jardin s'ouvrait sur une vaste prairie en bordure de Seine. Or, depuis une vingtaine d'années, la Providence a voulu que Judith et moi séjournions dans une vieille demeure nivernaise qui surplombe la rivière Yonne. Ainsi, opérant une délicieuse régression, j'ai renoué avec les 1000 bruits fluviaux qui avaient bercé mon enfance et j'y suis à l'écoute de la sourde rumeur musicale de la nature. Dans les périodes intermittentes où les inéluctables moteurs qui vrombissent un peu partout, désormais consentent à se taire, je retrouve le doux frisoli du courant glissant contre les berges, les divers appels d'oiseaux qui peuplent les abords des cours d'eau et les brusques embardées du vent venant affoler les ramures des grands arbres sous lesquels j'ai suspendu mon hamac de lecture méridienne. Voilà. Donc, effectivement, il y a un côté proustien. Il y a un côté proustien dans, je dirais, ces moments de furtive éternité que vous saisissez. Ça, c'est très important de parler de la furtive éternité, parce que j'ai trouvé ça c'est un écrivain que j'adore, qui est Charles-Albert Sangria. Sangria, un écrivain suisse magnifique, absolument. C'est lui qui emploie ce mot de furtive éternité. Oui, c'est des moments de ce que j'appelle ça aussi des épiphanies profanes. C'est-à-dire, d'un seul coup, on passe dans une autre dimension. Alors, oui, pardon. Alors, vous écrivez à un moment l'absence de scepticisme. Alors ça, c'est un champ de bataille. De principe quant aux inévitables préjugés qui nous gouvernent me paraît être le talon d'Achille de la plupart des recherches prétendument scientifiques. L'époquer, enfin la suspension du jugement avant de... C'est-à-dire que moi, mon grand homme que je lis comme un bréviaire, c'est Montaigne. Oui. Donc, je suis tout à fait dans le scepticisme. Et j'ai mis en exergue, les hommes ne souffrent pas des choses elles-mêmes, mais de l'idée qu'ils se font des choses. Ouais. Et c'est ça que je raconte dans mon histoire, c'est que tout à fait au départ, celle qui m'a initié à cette façon d'observer le style des gens plutôt que d'essayer de pénétrer leurs idées, c'était une vieille paysanne qui était une cousine de ma grand-mère. Marie-Reine. Marie-Reine. Joue un rôle très important. À l'époque, il y avait trois mois de grandes vacances, c'était de vraies grandes vacances. Et quand j'allais dans la maison de ma grand-mère, le soir, j'adorais aller regarder les informations télévisées avec Marie-Reine.
Alors, il y avait le téléviseur, et elle épluchait ses légumes en même temps. Et elle commentait tout ce qui se passait, les animateurs. Et il faut dire que chacun en prenait pour son grade. Mais alors, elle ne s'occupait absolument pas de ce qui était dit. Elle ne faisait que faire des réflexions à propos de leur habillement, à propos de leur façon de parler. Voilà. Alors, évidemment, il y avait beaucoup de paramètres qui étaient oubliés. Mais néanmoins, d'un seul coup, j'ai compris quelque chose. Et alors, elle disait, par exemple, celle-là, oui, elle a un beau tailleur, mais j'ai l'impression qu'elle ne ferait pas la différence entre un chat et un hérisson. Ouais, ce genre de choses. Ou alors, elle aussi, on dirait qu'elle a une poule qui vient de trouver un couteau. Ces fameuses réflexions. Et ou celui-là, oui, il se croit élégant, mais c'est juste un Mickey. Et, enfin, ce genre de choses. Et alors, en fait, elle ne s'intéressait qu'aux choses extérieures. Et alors, très vite, comme j'étais un petit champion de tennis quand j'étais jeune, j'ai compris que c'était très utile de radiographier les gens à l'avance, surtout mes adversaires. Alors, j'ai compris qu'il fallait absolument se trouver dans les vestiaires pour voir comment l'adversaire auquel on allait être opposé, comment il parlait, comment il laçait ses souliers, comment il se comportait, parce qu'on savait déjà un peu comment il jouait. Hein, on savait si c'était un défenseur ou un attaquant, par exemple. Et par la suite, quand je discutais avec mes copains au lycée, on agitait, on était un peu intello tous, on agitait des grandes questions. Et je me suis aperçu que les désaccords, finalement, naissaient du fait que, la plupart du temps, eh bien, on n'avait pas du tout été éduqués de la même manière. Et que c'était à travers leur style, leur façon de parler, ou leur façon de s'habiller, et puis si on était invité chez eux, le mobilier, si on observait bien la chose, on comprenait là où ils venaient et comment leur opinion se trouvait être ce qu'elle était. Et que finalement, pour mieux se repérer par rapport aux gens, il fallait savoir observer ce genre de choses. À partir de ce moment-là, on évitait énormément d'erreurs. Et on savait mieux être diplomate et certainement beaucoup plus tolérant, parce qu'on comprenait là d'où ils venaient. Et aussi, le problème, et ça c'est très montaignesque, c'est que tous autant qu'on est, à mon avis, nous avons des vieilles cartes postales au fond de nous-mêmes qui sont éducationnelles et qu'on n'a jamais revisitées. Mais néanmoins, elles sont très prégnantes et très souvent, elles sont totalement inexactes. Mais on ne les a jamais revisitées, ce qui fait qu'on est tout le temps en train de perroqueter des opinions qui ne sont pas réellement les nôtres. Et le problème, c'est qu'on n'est pas au fait de ce qu'on pense réellement. Vous insistez beaucoup sur cet aspect. Oui, la différence entre les idées et les croyances. Oui, parce que la plupart des gens ont des idées qui ne correspondent pas à leurs croyances. C'est-à-dire que, par exemple, dans le danger, ils vont réagir selon leurs croyances, mais pas selon leurs idées. Et là, en politique, on peut se rendre compte en ce moment d'une façon extraordinaire. Et donc, parce que les croyances, elles sont vivaces, elles restent... Bien sûr. Donc, c'est toute la différence entre, je crois que c'est Castoriadis qui avait l'expression, mais entre le fait de penser, tenter de penser un peu, nous sommes un peu formatés pour ça, vaguement, et puis être pensé, qui est le principe idéologique de base. Oui, c'est quand les réponses précèdent les questions. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'êtres, malheureusement trop d'êtres, qui acceptent, dans une servitude volontaire, justement, d'être pensés plutôt que de penser par eux-mêmes. Et ça, c'est terrible, parce que ça perpétue les drames, les totalitarismes et autres. Donc, je dis bien les totalitarismes. Donc, et ça, vous insistez beaucoup. Quand j'avais écrit le génie de la bêtise, souvent, on m'a demandé, pour vous, qu'est-ce qu'un imbécile? Je dis, c'est avant tout quelqu'un qui ne se méfie pas assez de ses propres opinions. Ça, oui. Et ça me semble la base. Et je cite une anecdote qui, pour mieux faire comprendre, ça m'est resté... Je note tout sur des carnets le soir. Donc, c'est un journaliste qui avait demandé à Pompidou, du temps où il était Premier ministre de Gaulle, pourquoi est-ce que le général de Gaulle, quand il parle de l'Europe, il dit toujours de l'Atlantique à l'Oural? Parce que finalement, c'est totalement inexact. Et Pompidou a répondu, c'est parce que c'était écrit comme ça dans les livres de géographie de son enfance. Et je pense que ça devrait nous interroger tous autant qu'on est, parce qu'on n'arrête pas de perroqueter des choses de ce type, sans... D'ailleurs, c'est peut-être ce qui m'arrive. Et donc, on n'arrête pas. Tous plus ou moins, mais en tout cas, voilà. Essayons de faire moins. Voilà. Oui. Mais en tout cas, et d'où l'importance, dites-vous, de cette auto-ironie minimale, vitale, sur nous-mêmes. Savoir justement se méfier de nos propres opinions. Oui, parce que c'est une école de tolérance. Bien sûr. Et je voudrais aussi parler aussi à propos du silence, parce que, comme vous avez beaucoup parlé de Jules Renard, il faut aussi se méfier du silence, ce qu'on appelle les taiseux. Parce que lui, je pense qu'il a fait un sort, il a dit une chose que je trouve extrêmement drôle, il a dit,
il ne disait rien, mais on voyait qu'il pensait des bêtises. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il faut se méfier de ça aussi. Hein. Ouais. Parce que je pense qu'on repère beaucoup de choses justement dans le style des gens, si on sait les radiographier. On ne nous apprend pas ça à l'école, c'est un peu dommage. Et donc vous vous insurgez aussi contre ce que vous appelez l'égalitarisme nivellateur et tristement uniformisant, et qui renvoie à ce que Deleuze et Guattari avaient appelé l'équivaloir généralisé, cette espèce de relativisme effrayant hein, qui accourt aujourd'hui. Donc vous notez bien justement ces aspects qui sont... vous notez aussi, vous évoquez un grand penseur américain, Christopher Lasch, et ça, j'étais très heureux de le retrouver, avec la culture du narcissisme. Expliquez-nous un petit peu dans... Eh bien, ça fait allusion à la culture du narcissisme. Livre essentiel. Ce qui explique Christopher Lasch, le narcissisme est la grande maladie de notre époque. Ouais. Et finalement, il explique surtout que ce qu'on appelle l'individualisme n'est pas du tout un individualisme. C'est un individualisme de masse. D'ailleurs, un autre grand Américain qui s'appelle David Reisman a écrit un livre au titre évocateur, La foule solitaire. Et moi qui, presque tous les jours en été, fais des grandes randonnées en vélo dans la Nièvre, je traverse des villages fantômes où il y a quand même quelques lueurs, des lueurs bleues aux fenêtres. Ce sont des gens qui regardent la télé. Ouais. Et l'idée que je me fais, c'est que toutes ces lueurs sont branchées sur la solitude. Regardez la télé, les réseaux sociaux, les télécommunications de notre époque, elles sont branchées sur la solitude. Mais personne ne s'en aperçoit. Et c'est ce que veut dire Christopher Lasch avec la culture du narcissisme. Nous sommes sans cesse branchés sur la solitude, mais nous n'en avons pas conscience. Parce que c'est ça le principe même du totalitarisme, c'est d'arriver à nous soumettre en nous isolant, en nous atomisant tous les uns les autres, de manière que nous ne pouvions plus entrer en communion. Alors on n'arrête pas de communiquer, mais c'est plus de la communion. Oui, c'est vrai. Et c'est exactement ce que veut dire Christopher Lasch, qui est un grand penseur. Oui, c'est un livre vraiment essentiel, effectivement, et c'est bien de le rappeler. Merci beaucoup, Denis Grozanovic. Donc là, on va entamer donc la deuxième partie. Alors donc, une affaire de style, deuxième partie, en quelque sorte, puisqu'on va évoquer donc cette histoire du style ensemble. Alors, on connaît un certain nombre de définitions du style. Le style, c'est l'homme même, Buffon, bien entendu. Il y a Hofmannsthal, que cite Denis Grozanovic, il dit que c'est le moment où le fond affleure à la surface. Ce moment, en gros, où l'essentiel se dévoile. On connaît aussi la célèbre définition de Céline, un jeu très difficile qui consiste à faire sortir la phrase de ses gonds. C'est assez beau. Et vous, donc, quelle est votre définition du style? Je vais vous la demander à vous quatre. Et puis ensuite, vous me direz qui, pour vous, incarne, quels écrivains vous semblent incarner, pour vous, le plus cette notion de style. Et donc, définition du style, donc, Clotilde. Le style évolue avec le temps, je pense aussi, les lectures, ce que l'on est, avec les expériences. Comme le disait Valère Marchand, il y a quelque chose qui est de l'ordre du vécu, de l'épaisseur, de l'audace, de la liberté et du souffle. À partir de là, effectivement, c'est une affaire de fond. Et je pense qu'il s'ajuste à ce que l'on est et à notre nécessité. Quand je parlais du silence ou de la nécessité, c'est pas tellement une question de joie ou de tristesse par rapport au style et par rapport à l'écriture, c'est une absence au monde. Quand on écrit, on n'est pas dans le monde. Et par rapport à ça, il y a des gens qui sont pour moi très percutants maintenant. Alors je ne sais pas comment on le dit en autrichien et en allemand, Elfriede Jelinek, qui a quelque chose qui est radical, qui va au bout de... qui ne se... Ça dépend de l'endroit où l'on se place en soi. Ça peut être une promenade, ça peut être quelque chose de plus léger, et ça peut être aussi quelque chose de plus intérieur, qui est de l'ordre, par rapport à ce que j'ai vécu au théâtre laboratoire, de la transe, ou comme on peut vivre dans les tribus marocaines avec la musique, où tout d'un coup on décolle. Donc c'est un oubli de soi, le style. C'est-à-dire qu'il se fait par lui-même, en fonction de ce que l'on est
à l'intérieur. C'est pas une définition plus qu'intéressante. Et donc Elfriede Jelinek, mais autre nom qui vous viendrait spontanément? Il y a eu Beckett, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu Kafka, il y a eu Raymond Queneau. Par exemple, le badaud de Raymond Queneau, moi j'ai réussi à le mettre dans mon livre, parce que cette littérature du badaud n'existe plus. Il n'y a plus ce temps du badaud dans les romans où on va... Voilà, donc il y a ce paradoxe aussi dans mon travail de l'efficacité à la Jelinek, mais aussi du temps pris avec de l'humour, et on est badaud. Des badauds de la vie. Parce que Queneau, effectivement, a un style très personnel et très, effectivement, très particulier. Voilà, il y a eu beaucoup. Il y a eu Michaud aussi. Michaud, oui. Michaud, clown, rien que clown. Michaud avait un style assez L'Arc et les Amarres. Donc, après, il y a eu Shakespeare, il y a eu Dostoïevski, il y a eu tous les grands classiques. Mais tout ça, ils ont été mesurés à l'aune du corps. Donc, c'est un autre travail. Donc, Valère Marie, donc une définition du style, si vous en avez une, et puis qui vous semble l'incarner le mieux pour vous? Je dirais que moi, le style commence là où la technique s'arrête. Et la technique est très importante en écriture. Il faut muscler la phrase. Et à un moment donné, il y a le lâcher-prise, comme pour le tir à l'arc. Et le style qu'on ignore, qu'on découvre, c'est un peu comme la poésie quand même pour moi. C'est-à-dire, c'est au lecteur de trouver votre style. Vous ne vous déclarez pas poète. Moi, j'ai des amis, ils se déclarent tous poète, je suis poète. Non. Il y en a même qui ont des cartes, des petites cartes. Voilà, des cartes de visite. Non, cartes de visite avec marqué on ne le sait pas. Pour moi, c'est un mouvement intérieur, c'est une respiration. J'en parle parce que j'ai été asthmatique, donc j'ai appris à respirer. Et la phrase, pour moi, est une aventure. Voilà, c'est une aventure où on doit aller jusqu'au bout d'une phrase, comme on va jusqu'au bout d'un livre. Et le style... Alors, Nathalie Sarraute, elle disait, c'est un je ne sais quoi qui va je ne sais où, comme Madeleine Scudéry pour l'amour, elle disait, c'est ce qui est en train de se faire, c'est l'alchimie en train de se faire. On ignore, nous, quand on écrit. Il y a une part mystérieuse, il y a une part de mystère. Il y a une part de mystère dans le style. Et il y a quelque chose qui est... bon, alors, il y a des phrases sur le style, vous en trouvez à foison, à Coco Chanel, etc. La mode, c'est ce qui démode, le style, c'est ce qui reste. C'est peut-être pas forcément ce qui reste quand on a tout oublié, mais c'est votre ADN d'écrivain. Donc on est tous d'accord, c'est quelque chose de profond, le style. De profond. Une enluminure, c'est pas juste quelque chose qui va... Et c'est une arme de résistance, parce qu'on nous parle de l'intelligence artificielle. Eh bien, nous, le style, j'espère, j'ose espérer... Le style sera-t-il irréductible, justement, face à l'intelligence artificielle, qui est tout sauf intelligente, il faut le rappeler, puisqu'on ne parle pas d'intelligence, on parle c'est de l'information. C'est tout ce qui est du registre de l'information, intelligence, au sens anglo-saxon du mot, évidemment. J'espère qu'il résiste tous ces... Et donc, quels auteurs alors, moi, les auteurs, vous représenter le style? Moi, je vous avais vraiment cité Jules Renard. Quand j'étais adolescente, j'avais toujours ce fameux journal de Jules Renard. Je me revois à 16 ans avec mon journal de Jules Renard l'été. Et je ne sais pas pourquoi, ce livre m'a accompagnée. Je pense que c'est le premier qui m'a donné l'idée du style, parce que c'est l'art du bref, parce que c'est des saillies, parce que c'est quelque chose de très personnel. C'est cinglant. C'est cinglant. Après, je vous dirai des choses très bizarres. Je vous parlerai de Perros, par exemple. Georges Perros, magnifique, magnifique style. Les papiers collés. Alors là aussi, je ne sais pas pourquoi, je me suis collée, c'est qu'à le dire, sur les papiers collés. J'étais en bibliothèque. Ouais, c'est très beau. Et je trouvais que cet homme, avec l'ardoise magique, le silence, le peu de mots, l'art du peu. Voilà, deux orientations. Après, il y a des tas de références. C'est lui qui disait, d'ailleurs, pour revenir au style, il disait « Je ne travaille pas, je suis travaillé ». Oui. Et puis, ça dit peut-être un petit peu le mystère du style. Et puis, il a enlevé, parce qu'il y a des auteurs qui rajoutent, la gomme, l'usage de la gomme. Moi, je sais que je coupe beaucoup, énormément. C'est bien, c'était effectivement Georges Perros. Ça fait du bien de citer des auteurs un peu oubliés, malheureusement. Mais... Et puis, il y en a un autre aussi, Bruno Gay-Lussac, très méconnu. Moi, j'adore les auteurs méconnus. Et je trouve que cet auteur avait une sorte de... C'est de tout petits livres, Bruno Gay-Lussac. Il a sa rue à Paris, allais-je dire, mais ce n'est pas lui. Bon. Ouais, non, mais voilà, un style, ça ne se définit pas, ça ne se déclame pas, ça ne se décrète pas, fort heureusement, mais ça vous fait vivre. Ouais. Andreas Becker. Voilà. Le style exprime ce que Denis appelait la méfiance, pour moi de deux manières différentes.
Moi, je vois deux pôles. Enfin, d'un côté, je vois les grands narrateurs, les conteurs, capables d'utiliser une langue plutôt classique, on va dire, mais les utiliser vraiment à leur façon. Donc, il y a Thomas Mann, mais il y a Victor Hugo, il y a Flaubert, enfin, il y a Malaparte, il y a Mishima, il y a Gabriel Garcia Marquez, enfin. Donc, ce n'est pas du tout la petite forme, on va dans la grande narration. La vastitude. Je suis absolument admiratif devant cette capacité, Proust bien sûr, devant cette capacité d'utiliser une langue, somme toute, assez classique. Enfin, chaque fois on peut discuter de ça, ce que ça veut dire, mais quand même. Et de l'autre côté, et pour moi, ça s'inscrit ensuite plus dans le mépris, ce sont les auteurs qui ont besoin, dans un travail, je m'inscris beaucoup plus dans un long travail de recherche et de travail du mot et de retravailler le mot. Le flaubertien. Oui, mais qui aboutit assez souvent à une langue plutôt cassée. Donc on peut évidemment citer Céline, on peut citer Joyce, bien sûr, donc des auteurs qui sont obligés de créer quasiment leur propre langue. Parce que quand j'avais écrit un papier sur votre premier, j'avais parlé de concassage de la langue. Oui. Donc, ça renvoie. Donc, bon, moi, je suis incapable de faire j'aimerais bien faire ces grandes épopées, mais j'en suis incapable jusqu'à nouvel ordre. Donc, moi, je m'inscris plutôt dans l'autre côté. Mais ceux qui, pour moi, sont dans tout le haut de la pyramide, ce sont ceux qui sont capables d'allier les deux. Oui. Parce que décrire un moment avec une langue cassée, enfin les émotions, tout ça, ok, ça c'est encore possible. Mais quand on va dans l'action, je me souviens des peurs que j'ai eues, que jamais je pourrais écrire une histoire avec ma façon d'écrire. Et quand on arrive dans l'action et on essaye de garder la même langue, travailler, casser, méfier, qui n'est pas du tout une langue handicapée ou malheureuse. C'est tout, pour moi, c'est tout le contraire. Donc je pense qu'on se rejoint plutôt. Mais je me retrouve, ce matin, je traverse le jardin des plantes, je me retrouve devant des arbres d'une beauté absolument extraordinaire. J'étais pratiquement le seul à regarder, parce que tout le monde était sur le téléphone et la plupart des gens pour prendre des selfies devant l'arbre. Donc, et quand je fais du vélo et je m'arrête dans un village et je dis à madame, vous avez une belle vache, on prend ça comme une agression. Donc, comment, et l'écrivain qui ressent ça, l'artiste qui ressent ça, l'incroyable furtivité du moment, de la beauté, bon, ok, on ressent soi, mais après, comment je construis une histoire avec ça? Et ça, pour moi, c'est le maximum de l'art, de l'écriture, du style, créer sa propre langue et de raconter une histoire. Donc, si on prend Ulysse de Joyce, on est à peu près, pour moi, au summum. D'accord. Donc, Denis Grozanovic, donc, définition du style. Pour moi, c'est surtout, c'est Gide qui disait ça, c'est que c'est la sincérité. Et le problème, et là il est ardu, c'est qu'il est très très difficile d'être sincère. Et surtout à une époque comme la nôtre, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, où nous sommes sans arrêt malmenés par les médias et insidieusement formatés à l'insu de nous-mêmes. Et finalement, nous devenons insidieusement, subrepticement des personnes que nous n'aimerions pas être, sans s'en apercevoir. Et je peux le dire d'autant plus que j'ai fait quand même pas mal d'ateliers d'écriture et que je reçois beaucoup de manuscrits et que je vois bien quand ça ne marche pas, c'est tout simplement parce que la personne n'est pas du tout sincère. Elle veut paraître quelque chose, c'est une sorte d'idéal du moi qu'elle promeut, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est. Et ça se sent d'une manière instinctive, il n'y a même pas besoin d'analyser. Donc le style est tout sauf l'apparence. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un écrivain, je ne sais pas si vous allez le reconnaître, qui a dit le style, c'est avant tout d'avoir quelque chose à dire.
Et c'est déjà un bon début. déjà pour commencer. Et souvent, des gens n'ont rien à dire, mais ils veulent absolument être écrivains parce qu'en France, il y a quand même un snobisme qui est formidable. Comme disait Raymond DeVos, je n'ai rien à dire, mais je veux absolument que ça se sache. Oui, oui. Oui, voilà. Mais de ça aussi, il faut se méfier. Ah oui. Oui, évidemment. De la méfiance aussi, il faut se méfier. Ah oui. Parce que bon, on peut se la jouer soi-même en disant, ouais, bah moi, comme je suis conscient du problème, je suis capable. Mais le problème, c'est ça. Et moi, comme je suis ce qu'on peut appeler un mystique matérialiste, et que je crois surtout pas à la transcendance, mais je crois à l'immanence, je pense que chaque texte, je suis de l'avis de ce grand styliste qui est Roberto Calasso, qui vient de mourir, qui était à la fois éditeur et un grand écrivain, à mon avis, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle La folie Baudelaire. Et donc, Calasso parle des idolats en littérature. Et déjà, Powys avait parlé de ça dans son œuvre. Les idolats, c'est ces particules psychiques voyageuses à travers le temps et l'espace qui vont peut-être polliniser d'autres consciences. Et je pense qu'un texte réussi, c'est pas seulement ce qui est écrit. Il y a quelque chose qui émane. C'est mystérieux. Oui. C'est quelque chose on revient de au difficile. mystère. Hein. Et c'est une immanence. Oui. Et ça, on le sent immédiatement. Et le vrai lecteur qui a des antennes, il le sent. Quand c'est pas sincère, il le sent. Donc voilà. Et d'ailleurs, vous citez Magritte à un moment dans votre livre. La correction de la langue est la prémisse de la netteté morale et de l'honnêteté. Oui, absolument. Ça renvoie totalement à cette sincérité. Alors, maintenant que j'étais intronisé en littérature, j'ai quand même rencontré, c'est extraordinaire l'expérience, parce qu'à la fois on rencontre des gens très sympathiques, et puis ensuite il faut lire leurs livres, et on s'aperçoit que ça n'a rien à voir avec la personne, et l'inverse aussi. Oui, ça existe. On rencontre des grands auteurs qu'on admire, et puis la personnalité fait plouf. Et ça m'est arrivé plus d'une fois, et c'est très étonnant. Alors là, c'est autre chose, parce qu'on peut dire que, et dans le cas que je veux citer, mais je ne donnerai pas son nom, c'est un des plus grands écrivains français que j'admire énormément, mais il est complètement alcoolique. Et donc, on peut dire vraiment que là, c'est le génie qui sort de la bouteille. Et donc, parce que, effectivement, d'un seul coup, il se met dans une sorte de transe, pour le coup. Il se met dans une transe, il devient quelqu'un d'autre. Mais lui, en tant que personne, il n'a pas trop d'intérêt. Mais il y a un génie qui est en lui, qu'il arrive à réveiller à certains moments. Et c'est pour ça que la question du style est très compliquée. Oui. Et il y a aussi Léoto, pour finir, qui dit que l'important, c'est le ton. Oui. Et quand on lit Léoto, c'est pas bien écrit. C'est plein de répétitions. Et c'est pas par hasard qu'il avait Stendhal comme maître. Parce que si on lit Stendhal, c'est pas bien écrit du tout. Vrai, et donc... C'est passionnant. Mais et oui, mais ça n'a aucune importance parce que c'est le ton. C'est la tonalité. Et là qu'est-ce que c'est que le ton ? Là, ça devient très, très difficile à analyser. Et donc, un petit mot quand même sur Cowper Powys, qui est... Oui. Ah, pour moi, c'est le maître. C'est le maître absolu. Donc, oui, c'est le plus grand écrivain pour moi du XXe siècle. Voilà. C'est extraordinaire. La plupart des gens ne le connaissent pas. C'est étonnant, mais tous les gens à qui je l'ai fait découvrir m'ont dit, mais comment on a pu ignorer un génie pareil ? Pour moi, c'est le Goethe de notre époque. Parce que non seulement il est philosophe, il est poète, il a fait du théâtre, il est le plus grand romancier, à mon avis, du XXe siècle. Et donc, il faut lire son chef-d'œuvre qui est publié chez Gallimard, qui s'appelle Wolf-Solent. C'est le plus grand roman du XXe siècle. Et c'est prodigieux. Et alors, non seulement ça, mais c'est un critique littéraire incroyable. Ouais. Les plus beaux textes qu'on peut lire sur les autres écrivains, par exemple sur Proust, c'est lui qui les a écrits. Sur Joyce, c'est lui qui les a écrits. Il était très très polyvalent, effectivement. Il avait un spectre très large. Il disait qu'il avait une sorte de médiumie. Il arrivait à se transformer en l'autre. Presque un chaman. Oui, c'est ça. Il y a un côté chamanique chez lui. Clotilde, oui. J'aimerais vous poser une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais voilà, je la pose. Jérôme, ou un peu, je l'ai un petit peu. Quand j'ai commencé à écrire, Jérôme Lindon, le seul à qui j'ai donné le manuscrit, m'avait dit « Mais qui lisez-vous » Et j'avais parlé d'Ulysse, de Beckett. Je me dis, mais allez lire vos contemporains. Et là-dessus, je me pose la question, est-ce que le style évolue en fonction des mouvements littéraires et est-ce qu'est venu faire et qu'est devenu le nouveau roman ? Je pense à Claude Simon, notamment, à ce flux, à ce torrent qu'est Claude Simon. Et comment on reprend un peu de l'ordre de la fresque maintenant avec Laszlo Krasznaorkai, qui écrit des récits guerre et guerre dans un flux pareil, un peu kafkaïen. Et donc, je me dis, est-ce qu'il y a une évolution du style en fonction des lectures et des mouvements qui ont eu lieu ?
comme Lindon m'avait proposé de le faire, c'est-à-dire aller lire mes contemporains pour me heurter ou me confronter au style, et où est-ce que tout cela est devenu lettre morte, c'est-à-dire la notion par exemple, du nouveau roman, avec surtout pour moi quelqu'un qui est comme Claude Simon, qui moi, quand je lisais, m'empêchait d'écrire. Ouais. C'est pas le cas de Claude Simon, j'écrivais comme Claude Simon. Mais du mauvais, très très mauvais Claude Simon. Alors voilà, peut-être c'est pour ça que peut-être il fallait pas lire Claude Simon. Non, c'est impossible. Mais peut-être que il y a une autre question qu'on peut se poser, si le livre, l'être vivant qui est un livre, ne crée pas aussi son style. Enfin, moi, j'ai le sentiment quand j'écris que c'est un corps écrit qui se déploie avec moi et après avec le lecteur, mais est-ce que chaque livre non plus ne crée pas, n'est pas un créateur d'une écriture particulière? Et fort de ce une forme, une sorte de cartographie vivante qu'on a sous la main. On peut s'interroger, je vous parlais tout à l'heure de Nathalie Sarraute, qui me semble très intéressante parmi le nouveau roman, puisque c'est l'oralité, et qu'elle allait écrire dans les cafés, où à mon avis elle tendait l'oreille quand même vers la vitalité de la langue. C'est sans doute une des plus intéressantes, pour ne pas dire le plus intéressant du roman. Et avec l'usage de la parole, avec ces mots qu'on rattrape comme ça, qu'on tire du plus lointain de notre mémoire intime, elle revisite la langue. Et comme disait tout à l'heure Andreas, je crois que quand on est écrivain, on revisite par son corps, par ses mots, on reformule cette alchimie qui est la langue écrite et aussi orale. Enfin, voilà. Et donc moi, quand effectivement j'ai pensé à cette émission, j'ai cherché moi-même donc une définition que je pourrais donner du style très courte. Et pour moi, le style est une sorte de transsubstantiation inversée. C'est la chair qui se fait verbe, une incarnation dans le verbe. Voilà. Alors là, il y a un côté plus transcendant qui plaira moins à Denis peut-être. Mais non, c'est en tout cas, au contraire. Voilà. C'est l'immanence, ça, ce que tu viens de dire. C'est pas la transcendance. On est dans l'immanence. Après, on peut le transformer en transcendance. Oui, bien sûr. Et puis, je suis retombé sur une note que j'avais prise dans mes carnets et qui est dans mon dernier bouquin. Peu importe, mais en tout cas, tout rapport textuel qui ne serait pas protégé par une syntaxe et un style à minima ne saurait produire que des chancres-mous littéraires. Voilà, donc le style, c'est aussi une protection. C'est quelque chose qui fait qu'on va aller au fond des choses peut-être et donner une forme, au sens vraiment fort, donc de donner une forme à ce qu'on exprime. Est-ce que vous êtes d'accord avec donc le grand Nabokov qui disait « Le style et la structure sont l'essence d'un livre, les grandes idées ne sont que des foutaises ». Andreas ? Oui. Et je vais ajouter grand professeur de littérature, hein, Nabokov. Et je vais ajouter une chose, le style pour moi, est aussi une joie. Oui. J'aimerais bien souligner ça. Enfin, on parle très beau mot, joie. Le mot joie. On parle de lutte, on parle de protection. Je suis d'accord, c'est une résistance contre. Ah non, mais moi, je suis joie. Attention. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec. C'est une résistance aussi. C'est aussi une résistance politique, sociétale, etc. Mais c'est quand même aussi une joie. Et donc, une amie, l'autre jour, une très chère amie, m'a dit « Andreas, tu joues avec les mots ?» Je dis « Non, normalement, je laisse passer comme ça quand on dit ça, mais comme tu m'es très cher, je vais le reprendre. Je ne joue pas avec les mots. » Et elle m'a dit « Mais c'est quoi donc ?» Je dis « Mais je pense que ce sont les mots qui jouent avec moi. » Oui, bien sûr. Et donc, pour moi, il y a aussi beaucoup de joie. Bien sûr. Et donc, la joie aussi est une arme. Ah, mais moi aussi. Non, mais aujourd'hui, on nous parle très souvent, comme c'est triste, de marcher dans la rue et de se regarder soi-même sur son écran. C'est ça qui est plus comme c'est triste dans les villages, comme vous disiez, Denis, de regarder la télé. Comme c'est triste, tout ça. Et nous, on a quand même une chance. Oui. On a cette ouverture vers la joie. En tout cas, ce mot est... Donc, le style fait partie de la joie. C'est un mot à réhabiliter d'urgence, effectivement. Le dernier chapitre de mon livre s'appelle « La littérature comme style de vie ». Oui, alors voilà, j'allais y venir. C'est exactement j'allais y venir, absolument. De la littérature. Et précisément, c'est-à-dire... C'est Pessoa qui évoque ça à un moment. C'est le plus important, et c'est la fameuse phrase de Jean Prévost, qui parle du sport. Dans Plaisir des sports, il explique que pour vraiment arriver à être un écrivain valable, il fallait d'abord se consacrer à soi-même.
et que c'était le plus important. Parce qu'au fond, si au cours de votre vie, vos œuvres rencontraient pas un succès, vous auriez au moins le plaisir de vous être amélioré vous-même. Oui, et donc, et ça, je pense que le lecteur, il le sent. Donc c'est très important de sentir l'être. Et je reviens encore à une théorie légèrement mystique, c'est-à-dire que ça se sent. Ça se sent comme avec des antennes. Et ça n'a plus de rapport avec l'analyse, justement. On est dans la perception pure. Ouais. Et je voudrais quand même aussi qu'il y a, personnellement, il faut qu'il y ait le plaisir du texte. Et alors, il y a de grands écrivains, par exemple Dostoïevski, c'est génial, mais je n'ai aucun plaisir du texte. Parce qu'il n'y a aucune poésie. C'est génial du point de vue psychologique, mais il n'y a pas de plaisir du texte. Je dirais la même chose sur Kafka, qui est absolument génial, mais il n'y a pas de plaisir du texte. Oui, ça pourrait se discuter. Ça, c'est une discussion assez intéressante à avoir. C'est quand même... Oui, une nouvelle traduction, et dans l'oralité, il y a quelque chose qui se passe. Dans Vialat, c'est un orfèvre. Ah bah lui, par contre, lui, il a le plaisir du texte, là, c'est prodigieux. Il fut un traducteur de Kafka, d'ailleurs. Oui, mais il n'avait rien compris à Kafka. Donc. mais en tout cas, il avait perçu que Kafka était aussi un auteur humoristique. Oui, absolument. C'est important. Ouais, alors ça, si on ne comprend pas ça dans Kafka, bon. Oui, parce qu'il y a un flux. Bien sûr, oui. C'est vrai que Vialat donne de l'éclat et de l'humour. Moi, à mon avis, il n'avait pas bien compris Kafka, mais enfin, ça n'empêche que c'est... Non, mais de la même manière qu'on sait très bien qu'il voulait absolument devenir un grand romancier. Oui. Et il n'a pas réussi. Il en était malade. C'était un génie, mais uniquement quand il s'est lâché dans ses chroniques. Un génie du verbe, comme il y en a peu. Mais en tant que romancier. Et c'est intéressant de savoir les gens qui se trompent sur eux-mêmes. Gustave Doré, le grand peintre, le grand graveur, génial, il voulait absolument être reconnu comme peintre. Et quand on voit sa peinture, c'est très moyen. Mais il méprisait la gravure qui était alimentaire pour lui, un peu comme Vialat. Et le fait de ne pas se tromper sur soi-même est très important. Comme Voltaire, qui se pensait dramaturge, alors qu'aujourd'hui, qui ça? Je sais pas. Voltaire. Ah oui, bien sûr. Le théâtre est injouable. Bien sûr. Non, mais il y a beaucoup de... Il ne faut pas se laisser piéger par le style non plus. Ah ben non, bien sûr, oui. Il y a une sorte d'auto-narcissisme parfois. Il peut y avoir du narcissisme, effectivement. Alors, vous évoquez à un moment le goût. Je pense que le style a à voir avec le goût. Et vous dites dans votre livre, le goût, c'est un véritable apprentissage lent et raisonné. C'est pas du tout l'expression des goûts et des couleurs. Et moi, je connais rien de plus stupide. Le goût, ça s'apprend. Voilà, c'est comme le contrepoint en musique. Et donc, le goût a à faire avec le style, j'imagine. C'est que Nietzsche a dit, moi j'ai beaucoup lu Nietzsche dit, il est beaucoup plus sensé de discuter des goûts et des couleurs que des idées. Parce qu'en fait, les idées sont beaucoup plus tributaires des goûts et des couleurs qu'on ne le pense. Bien sûr. Mais on revient un peu à ce que vous disiez au début. Il est évident que les lettres ont une couleur. Voilà. Il est évident que les mots ont des couleurs. Il est évident que les chiffres ont des couleurs. Il y a aussi des chiffres que je trouve sympathiques et d'autres que je ne trouve pas. Donc il y a aussi beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sons. Et de saveurs. Donc quand on écrit un mot, Mensch par exemple, c'est pas pour rien. La couleur de la couverture, c'est discuté longuement, réfléchi longuement, et c'est moi qui ai dit non, Mensch c'est du vieux rose. C'est comme ça. Et Mensch, je trouve le titre a encore plus de saveur quand il est prononcé par Andreas. Moi, j'arrive pas à le dire comme lui, forcément. Et quand il le prononce, voilà, c'est le vrai titre. Ah oui, c'est le vrai. Pour finir, j'aurais une question. Ce que vous disiez tout à l'heure, pour moi, c'est une absolue évidence. En fait. Il y a une sorte de saveur des mots. J'aurais une question à vous poser pour finir, le goût, à tous. Le goût, évidemment. À propos de ChatGPT. On en revient à Borges, avec ça. Dans la mesure où les alphabets, tous les alphabets, nous, c'est 26 lettres, autant que je crois. Oui. Donc, c'est limité, quoi. Donc, un super ordinateur, super puissant, de certaine façon, pourrait écrire tous les livres possibles, si on y réfléchit. Oui. Ça s'est posé aux échecs, vu que je suis un joueur d'échecs, j'en ai beaucoup parlé. 64 cases, 32 pièces. Oui. Donc, normalement, un super ordinateur, il n'en existe pas encore, pourrait calculer les combinaisons toutes les combinaisons possibles. Voilà, elles ne sont pas infinies. Mais il se trouve que, heureusement, le plus grand mathématicien de notre époque, qui s'appelle Kurt Gödel, avec son théorème d'incomplétude ou d'indécidabilité, a plus ou moins démontré que précisément les mathématiques n'étaient pas aussi précises qu'on pouvait le penser, et que dès le moment où on passait un certain seuil quantitatif de chiffres,
on ne savait plus ce qui se passait. C'est-à-dire que, si ça se trouve, les lois qui régissent les dons d'une certaine grandeur, au-delà d'un certain seuil, il y a un saut qualitatif qui fait qu'on ne sait plus ce qui se passe. Si ça se trouve, il y a des bifurcations, des retours, et au bout du compte, il est possible que le jeu d'échecs soit infini. Donc c'est rassurant. Donc c'est rassurant. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est quand même une question. Avec les mots, c'est la même chose. Oui, exactement. Exactement ce saut-là. Et avec les notes de qu'on doit musique. faire. Avec les notes Si de on musique. veut Il faut arriver l'espérer. dans le style, il faut faire ce saut-là. Et peut-être que, pour reprendre la métaphore du jeu d'échecs, peut-être que le style, c'est la diagonale du fou. C'est ce qui nous permet... C'est peut-être l'oblique, hein, c'est ce qui nous c'est fait échapper l'oblique. justement à la minéralisation, à l'ornière, quoi. C'est peut-être ça le style, c'est le pas de côté. Oui. Peut-être. Ben, on va peut-être conclure, je ne sais pas. Vous voulez ajouter quelque chose? En tout cas, ça fait peur. Non, Ça, Ah oui, sinon, mais admettons que Gödel se soit trompé. Ah oui. Oui. On verra bien, en tout cas. Bon. En tout cas, moi, je n'ai plus qu'à vous dire à prendre congé, pour cette fois en tout cas, vous dire à bientôt, en vous recommandant donc la lecture de ces 4 livres, très beaux dans leur genre, chacun. Denis Grozanovic, donc Une affaire de style chez Grasset. Clotilde Escale, Jérôme Tout au bord chez Fables Fertiles, ici même. Andreas Becker, Mensch, si je l'ai bien dit, Mensch. oui, très bien. Et puis Valère Marie Marchand, Spleen au lavomatique, donc chez Héliopole. Et bien donc, maintenant, vous pouvez éteindre votre télévision et me permettre de vous dire à très bientôt.